conférences, journée de CE, soirée de gala. Voilà. Me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle David Bigan, je suis le président de la société l'agence événementielle Entreprise Consciente. Je ne sais pas si tout le monde me voit parce que… Bon, c'est pas grave. Donc, Entreprise Consciente est une agence événementielle qui s'occupe de l'organisation d'événements pour les entreprises, tels que des conventions, des salons, des colloques, des formations, des conférences, journées de CE, soirées de gala, voyages humanitaires aussi. Entreprise Consciente, c'est un engagement fort au niveau de l'environnement, ainsi qu'au niveau de l'humain. Et c'est ce qu'on essaye de faire découvrir à travers aujourd'hui donc nos formateurs, nos conférenciers avec qui on travaille. Et tout au long du confinement, et puis maintenant on va continuer sûrement à une autre fréquence, mais on va continuer de créer des événements de rencontres. Et aujourd'hui, donc, on a la chance d'accueillir Olivier Soudieux. Merci Olivier d'être là, d'être avec nous. C'est un plaisir. Donc Olivier est un passionné d'aventure avant tout. Et donc il partage son temps entre des aventures extrêmes, de la formation, des ateliers, des conférences, et qui ont donc pour objectif d'aider les entreprises à démultiplier leurs performances dans leur sérénité, leur créativité. Et en fait, toutes ces expériences hors normes qu'il a traversées lui ont permis de développer un savoir-faire, des méthodes, un savoir-être aussi, spécifique pour avancer dans un monde incertain et dans un contexte d'entreprise et de compétition. Je vais donc lui laisser la parole et pendant cette heure pour cette présentation et terminer lui-même de se présenter. Bon webinaire à tous. Merci David, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je m'appelle Olivier Soudieux, j'ai eu une double vie, mais il n'y a pas de mal à ça. J'ai travaillé 12 ans comme chef de projet en informatique et puis j'avais une passion pour les activités de montagne qui m'a conduit de Paris à Grenoble. Voilà, et 2 ans après que je sois arrivé à Grenoble, j'ai eu la chance que dans le club de montagne où j'étais, soit organisée une ascension sur ce sommet-là. Ça s'appelle le Himlung-Himal, le nom n'a pas vraiment d'importance, mais ça fait 7126 mètres et ça se trouve au Népal. Et on était une équipe de 10 personnes à être partis sur cette expédition. 10 personnes hyper compétentes. Alors, ce n'est pas se jeter des fleurs, c'est simplement que dans ces 10 personnes, toutes avaient soit déjà fait des ascensions en très haute altitude, soit étaient des instructeurs dans des clubs de montagne. Voilà, et puis ensuite, je suis retourné en Himalaya cette fois-ci pour traverser l'Himalaya intégralement à pied pendant 1 an. Un voyage que j'ai fait les 2 tiers du temps en duo et puis 1 tiers du temps en solo, y compris des ascensions à 5 et 6 000 mètres en solo à la fin. Et puis j'ai donné un coup de main en 2010 à cette expé-là, qui est un projet particulier puisque c'est une expédition qui a lieu au Spitzberg avec une équipe mixte entre des sourds et des entendants. Donc on reviendra aussi sur cette expédition dans le cadre de ces 45 minutes à peu près d'exposé qu'on va avoir ensemble, et puis 15 minutes de questions-réponses. Et aujourd'hui, mon présent, il est centré sur les expéditions d'environnement polaire, et je vais à peu près tous les hivers au Canada pour faire du ski track et par cerf-volant en autonomie sur la banquise. Voilà, donc vous l'aurez compris, j'aime bien le froid. J'aime bien le froid, mais il y a une bonne raison à ça. J'ai lu dans un journal scientifique, alors je ne me rappelle jamais plus trop lequel des deux, mais en tout cas, j'ai lu quelque part que le froid, ça conserve. Ou alors c'était la notice de mon congélateur, peut-être. En tout cas, j'ai vraiment vu ça quelque part, que le froid, ça conserve. Voilà, et comme on a tous travaillé dans l'entreprise, mais pas forcément vécu d'expédition, avant de démarrer l'exposé proprement dit, je vous ai amené 30 secondes d'image de mon bureau actuel.
Voilà, donc ça ressemble à ça, des grands espaces et des voyages en autonomie avec jusqu'à 3 mois d'autonomie dans mes traîneaux, dans des environnements de grande nature et où, quand on parle de droit à la déconnexion, là-bas, ça marche plutôt bien. Voilà, et maintenant, si on prend le film au début, la première expédition, donc le sommet du Himlung Himal, 7126 mètres au Népal, cette équipe de 10 personnes très compétentes qui part là-bas et en fait, c'était une réussite projet extraordinaire puisque 100% de ceux qui ont voulu atteindre le sommet, c'est-à-dire 9 personnes sur 10 dans notre groupe, ont pu atteindre le sommet. Donc on espérait idéalement pouvoir faire en sorte qu'au moins une personne atteigne le sommet. Et en fait, 100% de ceux qui ont voulu ont atteint le sommet, c'est-à-dire 9 personnes sur 10, les 9 personnes sur 10 qui voulaient y aller, sur un sommet qui avait été gravi une seule fois depuis le début des temps. Donc c'était vraiment une très belle expérience et on a tous eu là-bas des moments de plaisir intenses les uns et les autres et pas seulement parce qu'on a été sponsorisé par la Chartreuse, ce qui n'a rien à voir avec la photo de droite. On a tous vécu là-bas des moments extraordinaires et en même temps, avec le recul, j'ai 2 petits regrets par rapport à cette expédition. Le premier, c'est qu'on était quand même plutôt 10 individus qu'un groupe sur la montagne. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et puis surtout, au retour, quand on sort de l'avion, malgré la réussite extraordinaire de ce projet-là, quand on sort de l'avion, quasiment tout le monde a pris une décision toute simple, ferme et définitive, c'est de ne plus jamais rien faire avec qui que ce soit de ce groupe. Alors ça pose un petit problème quand même, et si on met ça dans une perspective d'entreprise, on a multiplié le chiffre d'affaires par 2, le bénéfice par 18, j'en sais rien, pendant l'exercice fiscal, et sauf qu'à la fin de l'année, plus personne ne veut bosser avec personne. Alors, pourquoi ça? En fait, au sein de l'expédition, il y avait 2 grands types de motivation. Il y avait des gens qui étaient partis dans l'idée du dépassement de soi. Donc, repousser les limites, faire tout ce qui était possible, tant que c'était raisonnable en termes de sécurité, bien sûr, mais faire tout ce qui était possible pour pouvoir atteindre le sommet, quelles que soient les difficultés. Et puis d'autres étaient partis pour vivre un moment extraordinaire, dans cette nature extraordinaire, et si en plus on atteignait le sommet, c'était la cerise sur le gâteau. La seule chose, c'est qu'il nous arrivait plusieurs fois des événements comme ce jour-là. Ce jour-là, c'est le jour de la première tentative d'assaut au sommet. Pour vous donner un petit peu une idée de la dimension du lieu, ici on voit la trace de la personne qui a pris la photo. Et puis là, on voit 2 petits points. Ça, ce sont 2 personnages. D'ailleurs, je suis un des 2, si je me souviens bien. Et puis la trace continue. En fait, on la retrouve là. Et en fait, on vient d'assez loin derrière. Et on a déjà marché quelque chose comme 10 ou 12 heures pour arriver à cet endroit-là, ce jour-là. Avec une progression qui se passe bien et avec une météo extrêmement clémente. Une météo extrêmement clémente, sauf que la météo passe subitement du grand beau temps au grand mauvais temps, photo prise sans trucage. Et là, on se retrouve avec le sommet qui est à portée de main quand même, qui semble, en tout cas potentiellement à portée de main, il est plus très loin, il n'y en a plus que, alors il y a encore au moins 4-5 heures d'ascension, mais en tout cas, par rapport aux 1 an de préparation, à toute la marge d'approche, à l'acclimatement, aux différents corps montés, enfin voilà, il est vraiment juste à côté. Et puis aussi, ce qu'on sait, c'est que si on fait demi-tour là, on n'a aucune garantie qu'on pourra revenir retenter le sommet. Et là, ce jour-là, vous avez encordé ensemble devant un dépassement de soi, le sommet à tout prix, et encordé avec cette personne-là, quelqu'un qui est là pour se faire plaisir avant tout dans cette bête nature. Et subitement, il y a des tensions, et pas qu'au niveau du bout de ficelle qu'on appelle la corde. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait un titre de livre d'ailleurs, tension à haute altitude, quasiment. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est joué? Une expédition, c'est un environnement. Alors l'environnement, il est ce qu'il est, il est chaud, il est froid. En tout cas, c'est une caractéristique à prendre en compte et sur laquelle on ne peut pas agir. Par contre, là où on peut agir, c'est tout ce qui se trouve au-dessus de l'environnement. Et tout ce qui se trouve au-dessus de l'environnement, ce sont des hommes et des femmes, des humains, qui ont des comportements, qui ont des compétences, qui ont des croyances et des valeurs, qui croient que certaines choses sont possibles, d'autres pas possibles, que certaines choses sont bien et d'autres ne sont pas bien, et puis qui ont une identité, ce qui fait que chacun d'entre nous est unique. Et au-delà de ça, il y a la question du sens. Dit autrement, dans le contexte de l'expédition, du coup, est-ce que ça fait sens que ces gens-là soient dans cet environnement-là pour réaliser ce projet-là d'expédition et retransmis dans l'entreprise, est-ce que ça fait sens
que ces gens-là, que vous-même, que vos collaborateurs, vos collègues, soyez dans cet univers-là d'entreprise, dans cet environnement-là d'entreprise, pour réaliser ce projet d'entreprise. Et quand nous, on a préparé l'expédition, en fait, sur ces différents niveaux de cette pyramide, on s'est centré sur le bas de la pyramide, sur qu'est-ce que c'est que l'environnement et comment on allait faire. Donc, tout ce qui est matériel, organisation, etc. de l'expédition. Et on a bien fait de faire ça. C'était essentiel, mais ce n'était pas le plus essentiel. Et en fait, en faisant ça, c'était très bien, mais c'était insuffisant. Et en ne faisant que ça, on est passé à côté du vrai challenge. Et le vrai challenge, ce n'était pas seulement comment est-ce qu'on allait faire. Le vrai challenge, c'était aussi de savoir ce qui faisait sens pour chacune des personnes. Qu'est-ce que toi, Olivier, tu vas chercher dans cette expédition? Et pour toi, Carole, c'est le prétexte pour accéder à quoi cette expédition? Et ce que j'ai vu, c'est que comme on ne s'était pas posé suffisamment ces questions de sens, comme ce n'était pas suffisamment travaillé, comme on n'avait pas une vraie raison d'être, une raison d'être ensemble, au-delà de ce qu'on avait à faire au quotidien, on a eu le résultat que je vous ai indiqué, à savoir une réussite projet et un fiasco humain. Et j'ai tout de suite vu que le manque de sens conduit à l'échec, qu'il peut y avoir un succès apparent dans l'instant, mais profondément, fondamentalement dans la durée, le manque de sens conduit à l'échec. À partir de ce moment-là, du coup, je me suis intéressé à d'autres expéditions dans lesquelles la notion de sens était une notion importante, voire une notion centrale. Et c'est là que j'ai rencontré les Montagnes du Silence. Eux, leur projet, c'était en fait de donner des clés à l'entreprise pour pour faciliter en fait, l'intégration du handicap dans l'entreprise. Et Dieu sait si on est en retard sur le sujet en France. Et comment est-ce qu'ils allaient faire ça? En faisant une expédition où ils allaient faire un film qui mélange des sourds et des entendants et démontrer qu'entre sourds et entendants, tout est possible, on peut se comprendre, on peut communiquer, on peut tout assumer au même niveau. Donc, est-ce que ce projet-là, il y a une vraie intention? Est-ce qu'il y a une vraie raison d'être ensemble? Oui, profondément. En gros, on allait contribuer à notre niveau, mais on allait contribuer à transformer positivement le monde grâce à ce qu'on allait faire, en l'occurrence une expédition. Ça, c'est pour les bonnes nouvelles. Pour les un petit peu moins bonnes nouvelles, en termes de compétences, j'ai jamais vu une bande de bras cassés pareille. Alors, on se l'est dit amicalement, en fait, on en a rigolé un peu, mais c'est vrai qu'à part Daniel Buffard, le chef d'expédition côté sourd, et sa femme, la majorité des membres, en fait, n'avaient jamais fait de montagne. Et c'était juste pour un projet qui consistait à aller faire quelque chose pas très loin du pôle Nord à la fin de l'année. Donc, si j'étais DRH de ce truc-là, je dirais qu'entre les compétences requises par le poste et les compétences des candidats, il y a un truc qui s'appelle le Grand Canyon, si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, dans les bonnes nouvelles, tout le monde est extrêmement motivé, extrêmement soudé en partant quand on démarre l'expédition. Et ça, malgré le fait qu'il y a eu plein de petites difficultés dans la préparation. Par exemple, le mot piolet, le mot crampon n'existe pas en langue des signes. Et ça, quand on veut aller faire quelque chose qui ressemble à l'alpinisme, ce n'est pas très aidant. Quand une pierre tombe en montagne, vous criez pierre et tous les entendants savent ce que ça veut dire et réagissent. Évidemment, on ne peut pas crier pierre dans l'oreille d'un sourd. Donc, il faut trouver d'autres façons de faire de la montagne avec des gestes d'urgence ou d'autres choses. Puis encore là, je vous parle de ce qui se passe l'été, mais on arrive l'hiver, on prépare le ski de randonnée, on est sur un glacier du côté de Chamonix, et comme il fait froid, l'interprète a des moufles. La langue des signes avec des moufles, un grand moment. Voilà, mais bref, comme tout le monde est extrêmement motivé, en fait, les difficultés sont dépassées, les gens montent en compétences. Quand ils partent, ce n'est pas l'équipe de rêve en termes de compétences. Ils ont le minimum nécessaire pour partir, mais ce n'est pas, pas la compétence de l'équipe minimale. Et puis, comme dans chaque expédition, il y a 1000 petits imprévus et difficultés. La trace de l'ours polaire est à droite, ici. Alors, vous noterez que comme ils se sont manqués la nuit dernière, ils vont dans la même direction, comme ça, ils se donnent une chance pour ce soir. Ils avaient des chaussures pour des températures jusqu'à moins 65 degrés, donc la garantie absolue de jamais se geler les pieds. Ils ont eu jusqu'à plus 45 degrés. Jusqu'à plus 25 degrés, pardon. Mais le problème, c'est que même à seulement, entre guillemets, plus 25 pour des chaussures jusqu'à moins 60 ou moins 65, c'est qu'ils avaient les pieds tellement gonflés. D'abord, ils ont eu des ampoules d'enfer. Et ils avaient les pieds tellement gonflés que certains n'étaient plus capables de remettre leurs chaussures, même sans les lacets. Le pied ne rentrait plus dans la chaussure. Des ampoules d'enfer, comme je vous l'ai dit. Mais fait intéressant, ça n'a empêché personne d'avancer.
Ça peut empêcher personne d'avancer. Et ça a juste donné un exemple supplémentaire qu'entre sourds et entendants, on peut tout assumer, tout vivre au même niveau et qu'on peut très bien collaborer ensemble, avec des sourds et des entendants qui tenaient chacun les chaussures de l'autre pour découper les chaussons et du coup faire des ventilations. Et puis le soir, les guides norvégiens allaient se coucher, mais pour les montagnes du silence, il y avait parfois une liaison pédagogique avec les écoles, avec des scientifiques. Et du coup, c'est arrivé qu'ils allaient se coucher à 1h, 2h du matin. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux en termes d'énergie? Eh bien, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ils ont parcouru tous les jours une distance supérieure à tous les jours qui avaient précédé dans l'expédition. Et à la fin du voyage, en termes d'engagement, en termes de plaisir, en termes de réussite, en termes de réussite projet, ils ont fait leur projet jusqu'au bout comme prévu, malgré le fait que leurs compétences étaient limitées. Et en termes d'engagement, en termes d'ambiance, en termes de vécu, de ressenti, c'était extraordinaire. Et si demain on remonte une expédition, tout le monde repart. Et s'il faut quitter son job pour pouvoir repartir, tout le monde quitte son job et tout le monde repart. Pourquoi ça? Parce que dans leur projet collectif, en fait, ils adressent l'ensemble des paramètres qui vont du sens, en passant par l'identité, etc., jusqu'à l'environnement. Ils adressent l'intégralité des niveaux qui sont nécessaires pour avoir une collaboration efficace ensemble, et encore plus quand les environnements sont incertains ou sont changeants. Et ce que j'ai vu, c'est que soudés par le sens, on réussit, même avec des moyens limités. Je n'ai pas le temps de détailler là les 1000 anecdotes, ou si vous en voulez pendant les questions-réponses, mais soudés par le sens, il y a des gens qui se révèlent, en fait, des gens ont tellement envie de faire qu'ils trouvent des solutions, qu'ils en deviennent créatifs, qu'ils vont faire des entraînements, qu'ils vont se former, etc., et trouver des solutions. Alors pourquoi des résultats si différents? Un peu plus en détail. Pour moi, c'est une histoire de questions et d'ordre dans lequel on s'est posé les questions. Lors de la première expédition, l'expédition minimale, nos questions étaient tout en bas de la pyramide pour démarrer, comme je vous l'ai dit, et la première question qu'on s'est posée, c'est la question quoi? L'environnement, c'est quoi? Le sommet, c'est quoi? Et puis, une fois qu'on avait la réponse à cette question-là, le projet, c'est quoi aussi? C'est de faire l'ascension du minimale. Enfin voilà, quoi? Ensuite, la deuxième question, c'était comment? Maintenant qu'on sait l'environnement, c'est quoi? Le projet, c'est quoi? Comment est-ce qu'on va faire? Donc, quelle organisation? Quel piolet? Quel crampon? Quel matériel? Et puis, on est parti avec ça. En gros, on avait notre plan d'action qui était fait. Alors, il n'était pas sous Excel avec les petites cases à cocher pour dire que c'est terminé. Mais quoi qu'il y avait quand même des choses qui étaient écrites. Et sinon, c'était dans notre tête. Mais c'est quand même le même principe. On savait ce qu'il y avait à faire. Sauf que, comme la raison pour laquelle les gens étaient partis et ce qui faisait sens pour les uns et les autres n'était pas connu, du coup, il y avait des incohérences, il y avait des frictions. Et quand on mettait en place les actions qui devaient nous amener de comment on va faire au résultat qu'on attendait, ça ne marchait pas. Et ça frustrait les gens. Et du coup, on se posait la question, pourquoi ça n'a pas marché? Pas refaire les mêmes erreurs. Et après, on avait un processus extrêmement intelligent. La question suivante, c'était, et maintenant, on fait quoi? Et en fait, pendant 8 semaines, on a tourné sur un questionnement qui n'était pas le bon, qui n'était pas au niveau des enjeux, qui n'était pas au niveau de ce qu'on avait à rencontrer. Les montagnes du silence ont une approche très différente. La première question qui est posée, ce n'est pas la question pourquoi. En tout cas, ce n'est pas la question pourquoi en un mot, la cause, c'est la question pourquoi en deux mots, what for. Pour réaliser quoi en fait? Qu'est-ce qu'on veut apporter au monde au-delà de ce qu'on a à faire au quotidien? Au quotidien, on va marcher pour faire une expédition, etc., faire un film, mais pourquoi est-ce qu'on est là en fait? C'est pour quelque chose de beaucoup plus grand que ça. C'est permettre l'intégration du handicap dans l'entreprise. Et tout le temps, on a travaillé sur le pourquoi, en fait, ce n'était pas du temps productif dans le sens où on n'était pas en train d'avancer. Par contre, c'est ce qui a fait toute la différence quand on fait qu'on soit productif, efficace et qu'on ait aussi des bonnes relations et une belle expérience dans le cadre de l'expédition ensuite. Et donc ça a été travaillé ensemble. Et une fois que la réponse au pourquoi était claire et que tout le monde y adhérait, pourquoi est-ce qu'on est là pour favoriser l'intégration du handicap dans l'entreprise, créer des passerelles. Une fois que cette réponse était claire, c'était le moment de se poser les questions de détail. Comment est-ce qu'on va faire à travers une expédition et où au Spitzberg? Et fondamentalement, c'est vraiment ça qui a fait toute la différence entre les deux expéditions. Et ce n'est pas le niveau de compétence en fait, qui a fait la différence. Ce qui fait la différence, alors évidemment, il faut le niveau de compétence minimum. On ne peut pas partir avec des gens sans aucune compétence. Et après, ce qui va faire la différence, ce n'est pas d'avoir les meilleurs avec ceux qui ont le plus de compétences, c'est d'avoir des gens qui ont suffisamment de compétences et qui ont la meilleure envie. Donc, d'avoir une raison d'être ensemble qui soit forte et qui soude les personnes. Et on me demande souvent ce que ça fait, les difficultés dans une équipe.
les difficultés, ça peut faire exploser la cohésion de l'équipe, ça peut créer du lien entre les personnes. Et la réalité, c'est que ce qui se passe, c'est que ça démultiplie par 10 ou par 100 la tendance qui était préexistante dans l'équipe. Et donc, suivant que la notion de raison d'être est réellement présente, claire et incarnée ou pas, ça rend prévisible ce qui va se passer dans les difficultés. Soit ça va rendre les gens plus créatifs, plus soudés, plus plein de choses, et à la fin, ils vont ressortir ensemble avec des liens plus forts et nourris et enrichis de tout ça. Soit au contraire, s'il n'y a pas suffisamment de raison d'être, si les gens sont juste là par intérêt personnel, les difficultés vont faire des tensions, des gens qui quittent le navire, des comportements de repli sur soi, etc. Donc la raison d'être est pour moi vraiment le socle de ce que doit être une entreprise, un collectif qui soit efficient dans un monde, en général, et plus le monde est incertain et complexe, et plus ça fait la différence. Alors, du coup, qu'est-ce que ça serait une entreprise efficiente dans un monde incertain et complexe? Si on fait un zoom arrière, ça commence, je vous l'ai dit, par le sens, par la mission, par la raison d'être, par ce niveau-là. Ensuite, il va nous falloir 4 grands éléments. Alors, là, je vais simplement les citer parce que quand j'interviens en entreprise, en fait, j'ai des conférences, soit qui couvrent l'ensemble de ce périmètre-là, soit j'ai des conférences de 1h, 1h30 sur chacun des sujets. Donc évidemment, là, on ne va pas faire 4 fois 1h30, mais je vous donne quand même la vision globale. Et j'ai préféré ne pas rentrer trop dans le détail pour pouvoir ensuite aller sur des aspects vraiment pratico-pratiques et qu'on ne sorte pas seulement de ce temps ensemble avec la connaissance de qu'est-ce qu'il faudrait, mais aussi avoir des clés sur comment le faire. Donc le socle, le sens, la mission, la raison d'être. Ensuite, on va avoir besoin d'agilité. Autrement dit, alors derrière l'agilité, si certains connaissent Scrum ou des méthodes agiles, il y a plein de notions, d'itératif, d'incrémental, etc. Mais si je résume, moi, en une phrase, l'agilité vue de ma fenêtre, c'est la capacité collectivement à inventer le chemin en même temps qu'on le parcourt. Autrement dit, à pas être dans de la planification linéaire et puis ensuite on fait tout, puis à la fin c'est fini, mais à être dans des boucles itératives dans lesquelles on fait ce qu'on a à faire, à un moment, en même temps on observe ce qui change dans l'environnement et on adapte notre chemin, notre trajectoire et nos façons de faire. Donc je fais et en même temps je modifie la façon de faire. Ensuite, on va avoir besoin de choses de l'ordre du management, du leadership et puis de la structure de l'organisation. Et là, si je résume, c'est de passer d'une posture de directeur du faire à une posture de facilitateur des êtres. Si j'organise une expédition, il y a différents périmètres. La gestion de la logistique, la gestion des transports, tout ce qui est le domaine médical, ça, ce sont des périmètres. Et puis, il y a un leader sur chacun des périmètres. On peut appeler ça un manager, si on veut, ou un facilitateur. Et ce qui est sûr, c'est que son job, ce n'est pas de dire à son équipe, voilà ce qu'il y a à faire, voilà comment vous allez le faire, en filigrane, vous avez intérêt à le faire avec une carotte et un bâton, et puis de mettre un maximum de reporting pour vérifier que cette bande d'imbéciles fait bien les choses comme prévu. Le job du manager, c'est de faire en sorte que la raison d'être existe, qu'elle soit co-construite si possible, ou en tout cas qu'elle soit exprimée et incarnée, et puis ensuite d'avoir des équipes qui soient auto-organisées sur le terrain, pour du coup pouvoir être le plus réactif possible, le plus motivé et engagé possible, et puis le plus efficient possible, parce qu'elles vont produire de la façon qui à la fois correspond à leur talent et à leur motivation, leur façon de faire. Et pour que ça puisse se faire bien, on définit ensemble un cadre, qui est le cadre d'autonomie, et ça se fait en se choisissant des contraintes. Donc, soit c'est le manager qui propose des contraintes qui sont discutées avec l'équipe, éventuellement amendées et puis validées, soit ça vient de l'équipe. Des contraintes, c'est par exemple quand on se promène sur glacier, on peut être en cordée à 2, à 3 ou à 18, c'est comme vous voulez. Les cordées, c'est les mêmes du début à la fin de l'expédition, où ça change tous les jours ou toutes les semaines, ou ça c'est comme vous voulez. Mais quand on est sur glacier, par contre, on est en cordée. Et puis la demande peut aussi venir de l'équipe. Par exemple, pour qu'on se sente en sécurité, on veut pouvoir naviguer n'importe où comme on veut, mais que quand la nuit, qu'on mette une règle qui est que quand la nuit tombe, on est dans un camp. Donc ça, c'est au niveau du management. Et puis, il va y avoir une autre notion, c'est que comme l'environnement change, en fait, il faut que notre organisation, la façon dont on est organisé, même la structure de l'organisation, change aussi à la vitesse à laquelle change l'environnement. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas faire un organigramme au départ et puis dire c'est comme ça l'organigramme de l'expédition. Ça peut être un point de départ. Mais tout au long de l'expédition, en fait, il va y avoir des modifications sur l'organisation.
L'idée étant, en XP, d'être prêt à tout. Et si on se met dans le contexte d'aujourd'hui, où en gros l'environnement de l'entreprise a fusionné avec celui des expéditions, en termes d'incertitude, de complexité ou d'imprévisible, ben, l'idée c'est d'être prêt à un retour à la normale et en même temps à un retour à la normale, en un mot et en deux mots. Et c'est plus ou moins, il y en a un des deux qui est plus simple que l'autre, mais le plus compliqué, c'est ce à quoi on est confronté, c'est-à-dire c'est les deux à la fois, avec des mouvements qui vont aller de l'un vers l'autre, une possibilité de circuler probablement plus facilement que ce qu'on a en ce moment avec les limites liées à la crise sanitaire qu'on vit, et en même temps une crise financière derrière, et puis en même temps des gens qui vont retourner dans l'entreprise, mais d'autres qui vont vouloir rester à travailler chez eux. Donc il y a tous ces mouvements-là et qui ne sont pas très prévisibles, et il y aura des mouvements de balancier. Donc l'entreprise qui gagne, ce n'est pas celle qui a la meilleure organisation, c'est celle qui est capable de passer d'une configuration à l'autre très très vite. Ensuite, on va avoir besoin de créativité et d'innovation. Alors, ce n'est pas de chance, j'avais vraiment dit à David Bigan de ne pas organiser la session aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de l'année où je n'ai pas ma boule de cristal. Donc, dommage, je ne pourrais pas vous dire de quoi il fait demain. Par contre, j'ai quand même une conviction, c'est que demain n'est pas la suite d'aujourd'hui. Et donc, il va falloir être créatif, il va falloir être innovant. Et quand je dis innovant, ce n'est pas seulement de l'innovation incrémentale, améliorer encore les paramètres existants d'une solution existante. C'est, je pense en particulier à l'innovation de rupture, donc vraiment faire du différent. Dans mon monde, c'est par exemple sur une prochaine expédition où il y aurait 5000 km à faire en kayak, plutôt que d'optimiser encore le kayak, la pagaie, de faire le geste juste, précis pour pagayer, et un entraînement de Rambo pour être capable de pagayer comme un fou, j'ai plutôt décidé de sortir du cadre et j'ai développé des techniques de kayak tracté par cerf-volant. 2 minutes pour lancer le cerf-volant et ensuite, ça avance 5 fois plus vite. Donc, est-ce que vous préférez vous pagayer, ramer, mettons 6 heures par jour pour 20 km en moyenne, ou est-ce que vous préférez moins d'efforts, moins de contraintes et 5 fois plus de résultats? Et puis en fait, pour être honnête avec vous, je ne fais plus de kayak tracté par cerf-volant, parce que le fait que j'en ai fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une ficelle qui allait du kayak au cerf-volant. J'ai changé son nom, j'appelle ça un mât aujourd'hui, et du coup, sous ce mât-là, sous cette ficelle-là, maintenant je mets des voiles. Donc en fait, je fais du kayak tracté par la voile, qui elle-même tient dans le ciel pendu sous le cerf-volant. Et du coup, ça va 2 fois plus vite que déjà quand ça allait 5 fois plus vite avec juste le cerf-volant. Voilà. Pourquoi l'innovation de rupture, c'est un cycle sans fin. Et puis le quatrième pavé, après l'innovation de rupture, la nécessité de sortir du cadre, il est autour de la complexité. L'environnement de l'entreprise, il est parfois simple et en général compliqué, rarement simple et en général compliqué. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il est parfois compliqué et en général complexe. Et du coup, on a toujours besoin d'expertise, d'un peu de temps pour qu'ils travaillent ensemble et de collaboration entre les experts, mais ça ne suffit pas. On va avoir besoin aussi d'intelligence situationnelle, c'est-à-dire du point de vue de la situation de chacun des acteurs impliqués dans le problème et la solution, et puis d'intelligence, d'intuition collective pour aller chercher les bonnes solutions. Ce qui passe par du coup des méthodes spécifiques, par du partage du pouvoir, par déconcentrer le savoir de la main des experts, etc. Donc voilà la vision, ce que j'ai compris à travers l'ensemble de mes expéditions sur ce qui était nécessaire pour qu'un collectif soit à la fois efficient et humain, vraiment les deux, dans un monde incertain et complexe. Maintenant, en pratique, comment ça peut se décliner dans l'entreprise, quel cadre, quel rituel, quel mode d'emploi, et dans quel cadre ça vient s'inscrire dans le contexte d'aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir une entreprise là, qui soit prête au retour à la normale et à la normale, et dans quel cadre ça vient? Alors, de mon point de vue, il y a 2 grands défis, là pour les mois et les années qui viennent, 2 grands défis au niveau des personnes et 2 grands défis au niveau des organisations, au niveau de l'entreprise elle-même. Les 2 grands défis au niveau des personnes, ça va être de résorber les écarts et les tensions de façon fluide et en temps réel. Comme le monde change très très vite, beaucoup de choses changent dans l'environnement et ça crée des tensions au niveau des personnes. Je devrais pouvoir, j'en sais rien, accéder à tel applicatif et puis du fait qu'il y a eu un confinement, je travaille chez moi mais je n'ai plus accès à l'applicatif. Donc là, j'ai un écart entre ce qu'il faudrait que j'aie et puis ce que j'ai et ça me crée une tension. Et soit je reste avec mes tensions et d'un point de vue efficience, ce n'est pas optimal. Et d'un point de vue expérience vécue, évidemment, ce n'est pas optimal non plus. Soit on est capable d'avoir quelque chose qui permet d'identifier les écarts et de résorber les tensions très vite. Et puis le deuxième enjeu, c'est d'entretenir le lien humain et le sentiment d'appartenance.
dans des organisations où on se retrouve éclaté avec plein de gens qui travaillent chez eux, est-ce que j'ai toujours le sentiment d'appartenir à l'entreprise et comment est-ce que je reste en lien avec mes collègues, avec mon manager, avec, voilà, comment est-ce qu'on reste dans la vie humaine. Il y a un challenge à ce niveau-là. Pour ce qui concerne l'entreprise, il y a un challenge au niveau de la raison d'être. Comment est-ce que la raison d'être existe toujours, comment est-ce qu'elle est incarnée et comment est-ce qu'on la rend consciente. On entretient le fait qu'elle reste consciente pour tout le monde, que tout le monde reste aligné par ça et nourri par elle. Ça, c'est un premier challenge. Et le deuxième, ça va être le maintien à la fois en conditions opérationnelles efficientes. Aujourd'hui, on continue à essayer de produire, de faire ce qu'on a à faire, mais il faut faire malgré. Alors, malgré le confinement, ou malgré les imprévus, ou malgré le fait que sur mon chantier, j'ai du mal à approvisionner les matières. Et puis, il y a des questions de régulation relationnelle et émotionnelle. On vit dans un monde qui change très très vite de façon imprévisible. Il se passe beaucoup de choses entre les personnes, et il se passe beaucoup de choses aussi en termes d'émotions. Et c'est vraiment important de prendre ça en compte, d'avoir le temps de poser, de rester humain, de dégonfler des choses qui sont pressantes quand il y en a. D'une part par éthique et d'autre part pour prévenir les risques psychosociaux. Parce qu'on sait que trop de pression, trop longtemps, trop souvent sur trop de personnes, statistiquement, ça donne aussi derrière du stress, des burn-out, etc. Donc ça, c'est le cadre. Et dans ce cadre-là, on s'en rend compte, parce qu'on est bousculé par les imprévus, les changements d'environnement, on se rend compte qu'en fait, là où on pensait avoir une entreprise, on dit mon entreprise en tant que chef d'entreprise, ou mon entreprise au sens celle où je travaille en tant que collaborateur, en fait, mon entreprise, c'est une illusion. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, ça veut dire qu'en fait, elle est plurielle. En fait, il y a 3 entreprises. Quand David nous parle d'entreprise consciente, donc ça c'est sa société, il y en a une seule au registre du commerce, mais dans la réalité, il y a 3 entreprises. Il y a l'entreprise formelle, c'est-à-dire celle de l'organigramme, celle qui est officielle, et puis il y a aussi l'entreprise réelle, c'est-à-dire celle que je vis telle que je la vis. Moi, quand j'ai travaillé dans des grands groupes, ça m'est arrivé que, alors je vais caricaturer un petit peu, mais qu'il y ait des choses du genre. Pour commander des post-it, il faut remplir les 2 formulaires papier jaune, machin, les déposer dans la banette B12 du bureau 14. Et là, ça sera pris en compte et à un moment, on va revenir vers toi. Mais en fait, appelle Martine, tu vas voir, je te donne son numéro et elle va te dépatouiller ça tout de suite et en 2 minutes, c'est fait. Donc il y a d'un côté le formel, l'organigramme et puis les procédures telles qu'elles sont censées fonctionner. Et puis il y a la réalité de comment fonctionne l'entreprise et il y a un décalage entre les deux. Et en fait, il y a même une 3e entreprise, c'est l'entreprise idéale. C'est celle qui devrait être. Dans un monde idéal, mon entreprise, elle serait comme ça, elle ferait ça, elle fonctionnerait comme ça. Et quand on regarde les recouvrements entre ces différents cercles, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça nous donne des entreprises qui sont cohérentes, qui sont efficientes et ou apprenantes. Et l'idéal, ça serait évidemment d'être au cœur pour être à la fois cohérent, efficient et apprenant. Et la réalité du monde, c'est que ce qui se passe, c'est que nos 3 entreprises, qui au départ étaient déjà pas très bien, les cercles pas très en chevauchement, en fait, la réalité du monde fait que du fait des changements, du fait des imprévisibles, du fait des complexités, il y a un mécanisme naturel qui fait progressivement diverger l'entreprise formelle, l'entreprise réelle et l'entreprise idéale. Donc tous les jours, ça s'éloigne un petit peu, et puis il y a un moment où c'est tellement éloigné, c'est tellement insupportable qu'on n'arrive vraiment plus à vivre avec ça. Et dans ce cas-là, on fait une grande réorganisation. Elle est imposée, c'est plus possible de vivre comme ça, donc ça nous impose une grande réorganisation qui n'est pas toujours efficace, qui n'est pas toujours lisible et qui est figée. C'est-à-dire qu'on passe de cet état-là à quelque chose où on va revenir comme ça. Donc on va avoir peut-être 10 consultants de je ne sais quel grand cabinet qui vont étudier et dire l'organisation qu'il nous faudrait, c'est celle-là. Et on va imaginer que ces consultants, ils ont bien fait leur diagnostic, que leur préconisation est vraiment celle parfaite. On va imaginer que la grande réorganisation a eu lieu et qu'il n'y a eu aucune résistance au changement. Et que tout a été mis en place exactement comme il fallait. On se retrouve vraiment dans une situation idéale. La seule chose, c'est que comme ce truc-là, il est figé, dès demain, l'environnement commence à changer. Il y a des opportunités, il y a des nouveaux produits, il y a des variations d'un tas de choses. Et donc, dès demain, en fait, cette organisation qui était celle idéale dont on avait besoin,
ne devient plus l'organisation idéale, ne devient plus idéale, et à nouveau, nos cercles se remettent à diverger. Et on se retrouve obligé de faire une grande réorganisation. Ça a eu lieu avant tous les 5 ans, et puis tous les 3 ans, et puis tous les 2 ans, et puis maintenant, c'est la réorganisation permanente. On n'y comprend plus rien. Ça, simplement parce qu'à chaque fois, on refait des organisations figées, avec l'impact que ça a en termes de motivation, en plus au niveau des collaborateurs. Maintenant, imaginons le monde d'une façon différente. Imaginons si on avait un dispositif qui fasse qu'au lieu que les cercles divergent, au contraire, les 3 cercles convergent, est-ce que ça ne serait pas plus chouette? Est-ce que ça ne serait pas plus chouette d'avoir ce dispositif qui fasse qu'en permanence, en continu, de façon fluide, nos 3 cercles convergent? Alors, ils ne seront jamais totalement alignés, on n'est pas au pays des bisounours non plus, pas au pays des fées et des baguettes magiques, mais s'ils convergeaient tout le temps, du coup, on aurait une organisation qui soit à la fois cohérente, efficiente et apprenante. Et pour avoir ça, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Il faudrait qu'on soit capable d'identifier les écarts, que dès que quelque chose diverge un petit peu, hop, on soit capable de le voir, qu'on soit capable d'identifier quand il y a des écarts, quelle tension ça crée, et puis d'exploiter les tensions, de ne pas considérer que ce sont des horreurs, mais que ce sont des informations utiles, donc exploiter, tirer profit des tensions, de tout niveau qu'elles soient, qu'elles soient opérationnelles, qu'elles soient relationnelles, qu'elles concernent la raison d'être ou d'autres choses, donc exploiter les tensions pour créer en temps réel les adaptations dont on a besoin, et ça, on continue. On aurait besoin de ça. Et ça peut sembler, comment dire, un peu magique, un peu idéal, mais c'est possible d'enrichir notre entreprise, quelle qu'elle soit, avec les rituels, ou simplement de modifier le mode d'interaction au sein des instances existantes dans l'entreprise pour obtenir ça. Alors, comment ça marche? Vous avez votre entreprise. Vous avez votre entreprise, et puis elle a un métier, il faut travailler, et donc du coup, les gens mettent de l'énergie. C'est pour ça que c'est une petite pile à l'écran. Les gens mettent de l'énergie, en fait, pour faire tourner l'activité. Et puis, comme l'environnement change et comme il y a des imprévus et comme il y a un Covid qui débarque, que d'un coup, on se retrouve à devoir travailler à la maison alors que l'entreprise n'a pas forcément été prévue pour ça, et que demain, il va y avoir un déconfinement, mais que peut-être il y aurait une nouvelle vague et que de toute façon, le marché va changer. Bref, tout ça fait que, dans le monde aujourd'hui de changement permanent, il y a des écarts qui se créent et des tensions. Des tensions qui sont soit on devrait pouvoir faire quelque chose puis on n'est pas capable, donc des tensions, on va dire, plutôt négatives, ou des tensions, ça peut être aussi positif. Je pressens que j'ai l'intuition que si on est dans tel domaine, il y aurait des opportunités, et aujourd'hui on ne fait pas, donc voilà, j'aimerais aller vers. C'est un écart entre ce qu'on fait et puis ce que je pressens qu'il serait bien qu'on fasse. Et donc l'idée, c'est d'avoir un moment dans une réunion existante ou une très très courte réunion à créer, un moment où on va traiter à très très haute vitesse toutes les tensions. C'est-à-dire que les participants arrivent avec la liste de leurs tensions. Et le but de cette instance-là, c'est de répondre aux tensions ou de créer la première action qui va permettre de répondre à la tension le plus vite possible, donc à très très haute vitesse, de faire en sorte que toutes les tensions soient processées, et en même temps qu'on y passe très mais j'insiste vraiment très peu de temps pour retourner tout de suite à l'action et retourner tout de suite dans le monde de ce qu'on a à faire, et pas passer son temps en réunion. Donc on va multiplier en fait des réunions qui sont très courtes et qui permettent de gagner énormément de temps. En gros, qu'est-ce qui se passe dans cette réunion-là? Chacun arrive avec ses tensions. Moi, Olivier, j'arrive avec ma tension. Quelle est ta tension, Olivier? Quel est ton besoin, en fait? J'exprime mon besoin. Qui a autorité pour répondre à ce besoin-là? On va regarder qui, du coup, a autorité. Mettons que ce soit David. Du coup, David, pour répondre aux besoins d'Olivier, qu'est-ce que tu proposes? Alors, soit David a une réponse à ma question, une réponse à mon besoin immédiat. Quand je dis immédiat, c'est en 30 secondes, 1 minute, mais pas plus que ça. Et dans ce cas-là, il me donne l'information. Et ça y est, je suis débloqué. Et au lieu de perdre du temps, je peux avancer tout de suite quand je retourne au travail. Soit David n'a pas la réponse parce qu'il y a besoin de creuser, il y a besoin d'avoir un peu plus d'informations. Et on va poser la première action nécessaire. Et la première action, assez souvent, c'est d'organiser une mini-réunion entre 2-3 intervenants, ou c'est on se passe un coup de fil, ou c'est je t'envoie un mail pour te décrire la situation et tu me dis ce qu'il faut faire.
Voilà. En tout cas, ça va être une réponse très très rapide qui est apportée. Ça, c'est le cas le plus commun. Dans certains cas aussi, ce qui se passe, c'est que j'arrive avec un besoin et qui a autorité pour faire ça? En fait, c'est le rôle de qui de répondre à ce besoin-là? Et là, on fait le tour de table, en fait, c'est personne. Et donc là, on vient de se rendre compte, en fait, que parce que quelque chose a changé dans l'environnement de l'organisation, quelqu'un a identifié un besoin, c'est-à-dire qu'il y en a besoin, l'entreprise a besoin de ça, a besoin qu'on fasse ça. Mais c'est le rôle de personne. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose à compléter, il y a une petite adaptation à faire dans la structure de l'entreprise. Et donc, on va garder ce point-là, on va répondre aux besoins dans l'immédiat autant que possible, et puis on va garder ce point-là, on va le mettre de côté pour une réunion qui sera une réunion d'optimisation de l'organisation. Autre cas de figure encore, c'est j'arrive avec un besoin, et puis là, qui a autorité? Quelqu'un lève la main en disant ah, bah, c'est moi qui vais décider là-dessus, parce que ça fait partie de la vente, et voilà, je suis directeur des ventes, donc c'est mon job. Et puis là, il y a quelqu'un d'autre qui lève la main en disant non, non, c'est pas de la vente, c'est du marketing, donc c'est à moi de décider, c'est mon périmètre. Et du coup, ce qu'on vient de voir, c'est qu'avant, il y avait un manque de clarté qui nuisait à l'organisation et ça passait sous les radars et ça nous gênait, mais en fait, ce n'était pas visible. Là, ça vient d'être rendu visible. Et donc, de la même façon, on va mettre le point en réunion d'optimisation de l'organisation et on va prendre une décision pour savoir si ça relève de la vente ou du marketing. Et peut-être qu'on va créer encore une autre entité que vente et marketing, ou peut-être qu'on va rajouter un rôle à quelqu'un au sein de vente ou au sein de marketing. En tout cas, on va mettre la clarté qui est nécessaire. Et donc, cette réunion-là, elle est moins fréquente et elle vise à faire qu'on soit toujours organisé de la façon optimale. Tous les points opérationnels sont traités ici. Si à un moment, on n'a pas le dispositif pour traiter le point opérationnel, eh ben, on change un tout petit peu l'organisation pour être capable de le traiter au futur et que ce problème-là ne se reproduise pas. Et puis, dans la façon dont on fait ça, en fait, on amène une efficience opérationnelle exceptionnelle, et le mot n'est pas galvaudé. C'est-à-dire que dans une réunion d'opération, par exemple, un comité directeur d'entreprise qui est rodé, ça lui arrive de prendre 30 décisions en 45 minutes. Regardons comment sont nos réunions aujourd'hui, combien on prend de décisions en combien de temps. Et en plus, sur les 30 décisions qui sont prises en 45 minutes, il y en a 25 ou 28 qui sont réellement exécutées. Ce n'est pas des grands projets. On décide des choses en fait, qui n'auront pas lieu derrière. Donc ça, c'est un énorme gain de temps. Ensuite, il y a un petit peu de temps investi quand notre organisation a besoin de quelque chose et qu'elle ne le fait pas pour dire comment est-ce qu'on va le faire au futur ou pour clarifier. Et tout ça, ça se fait en étant avec ça peut se faire avec des processus qui viennent isoler l'organisation des influences néfastes de l'humain, du genre les guerres d'ego, les guerres de pouvoir, du genre moi j'ai des peurs fantasmées et donc je bloque le processus. Enfin, voilà, tout ça est protégé. Donc on est sur l'efficience top. Il n'empêche que dans l'organisation, dans l'entreprise, on est des humains et que du coup il faut traiter l'humain. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter l'humain d'une façon qui est protégée de tout ce qui est processus. Donc là, c'est vraiment un temps pour optimiser la façon dont on relationne entre nous, des choses qui nous gênaient dans la façon de faire d'une autre personne, ou au contraire, et donc exprimer de quoi j'aurais besoin pour que humainement ce soit top pour moi, et s'adapter en fonction de ça, ou souligner qu'il y a des trucs que j'ai vécu qui étaient super, et partager ça. Et puis, dernier temps, beaucoup moins fréquent, c'est de vérifier l'alignement avec le sens, avec la raison d'être, éventuellement réinventer la raison d'être, si elle doit bouger. Je vois qu'il y a des questions dans le chat, je vais les prendre à la fin, je ne vais pas les traiter au fur et à mesure, là j'ai bientôt terminé la partie expositive et on va traiter, et je vois qu'il y a des... voilà, je vois passer une question pertinente sur laquelle on va revenir. Donc ça c'est notre processus global, et maintenant imaginons que j'ai une entité qui fonctionne avec ces processus, donc d'une façon efficience top, adaptation top, relations humaines top. Et cette entité-là, c'est, je ne sais pas, c'est mettons que ce soit une division d'une organisation. On est chez, je ne sais pas, Orange France, et c'est la division qui vend les services d'abonnement aux box. À l'intérieur de cette division, il peut y avoir d'autres, on va appeler ça une cellule, il peut y avoir d'autres sous-cellules qui sont des services.
qui elle-même fonctionne d'une façon top en termes d'organisation d'humain et d'expérience en interne. Il ne nous reste plus qu'à mettre des personnes interfaces, en fait des rôles qui vont jouer l'interface entre ce qu'il y a de la cellule générale vers les sous-cellules et des sous-cellules vers la cellule générale. Et du coup, ce qui se passe ici est remonté ici et là. Les décideurs de la cellule générale, du coup, décident en clarté sur la réalité du terrain. Et puis, il se passe aussi un truc de fou, c'est que leur décision et le sens de leur décision redescendent dans les autres cellules et que d'un coup, on se met à comprendre pourquoi les priorités changent et pourquoi on fait les choses. Et puis, imaginons que ce soit une très grande organisation, il y a peut-être un niveau plus grand encore qui est de dire il y a l'entreprise et puis il y a les différentes entreprises d'un grand groupe. On peut avoir comme ça, comme un système de poupées russes, des cellules imbriquées les unes dans les autres avec ce fonctionnement-là. Et puis, quand l'environnement change, peut-être qu'à un moment, on n'a plus besoin de quelque chose, hop, on supprime une des cellules, on réaffecte les gens sur d'autres rôles dans d'autres cellules, ou de la même façon, s'il y a un besoin supplémentaire, des nouvelles cellules se créent. On est vraiment sur le fonctionnement identique à celui du corps humain, comme moi, je vais traverser l'Himalaya à pied, voilà, je marche tous les jours, en un mois, j'ai la taille des épaules a doublé, parce que le corps, qui serait dans mon image de l'entreprise, ressent qu'il y a un besoin d'adaptation, et du coup, il crée ce qu'il faut, en l'occurrence là, du muscle, pour répondre à son besoin. Et puis quand je rentre chez moi et que je me mets à refaire plein de conférences, j'ai plus besoin d'avoir des épaules aussi grandes que ça, et mon corps réinvestit cette énergie dans d'autres choses, en adaptation constante. Et on vient d'inventer avec ça une forme de gouvernance cellulaire et une entreprise vivante qui s'auto-ajuste, qui auto-ajuste la structure en temps réel, où il y a une vraie efficience opérationnelle, et plus l'environnement change, et plus c'est vrai, et qui est réellement humaniste, qui prend vraiment soin des gens. Alors en réalité, la gouvernance cellulaire, c'est beaucoup plus que ça. Là, ce que je vous ai présenté, c'est un zoom sur ce composant-là. Il y a d'autres composants autour. Mais en tout cas, c'est vraiment un mode d'entreprise qui permet d'avoir ces trois caractéristiques-là qui sont indispensables aujourd'hui. Tous ces principes-là, qu'est-ce que ça m'a permis dans mon monde, celui des expéditions? De voir des paysages plutôt sympas. Ça m'a permis de faire des rencontres extraordinaires et dans le monde de l'entreprise aussi, chez des clients, chez des fournisseurs, chez des collègues, il y a des rencontres extraordinaires à faire. Et puis, ça m'a permis de progresser aussi, à force de pratiquer proche de ce qui était ma limite de compétence. Voilà, si on se met dans l'entreprise, par quoi commencer? Déjà, le plus simple, le plus direct, c'est la question du pourquoi, de la raison d'être. Si je réunis tout le monde, que je donne un post-it à chacun et que je demande quelle est notre mission ultime, et qu'on colle les post-it au mur, est-ce que ça raconte la même histoire? Ça peut être des mots différents, bien sûr, mais est-ce que ça dit exactement la même chose? Et si la réponse est oui, je suis très très bien outillé pour être résilient, pour être résistant. Si ce n'est pas le cas, ça vaut la peine d'investir un petit peu de temps pour retravailler ça et nous unir avec ça. Et puis ensuite, vous pouvez mettre en place ces différentes itérations-là directement dans vos organisations. Évidemment, si vous le faites en mode gouvernance cellulaire, ou si vous regardez quels sont les processus derrière, ce sera d'une efficacité, j'allais dire effroyable, plus que si on le fait juste avec le mode de réunion et d'interaction habituelle. Le risque avec les modes d'interaction habituels, en fait, c'est que ça génère des réunions qui soient plus longues, qui sont utiles, mais qui ne sont pas super efficaces. Alors que quand on le fait avec les bons processus, encore une fois, 30 décisions en 45 minutes, quoi. Vraiment, ça dépote. Et surtout, ça supprime un tas d'autres réunions qui ne servent à rien. Et donc, au global, on est quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus dans l'action. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, on va passer sur la partie questions-réponses. Si vous souhaitez aller plus loin, moi, j'interviens en entreprise sous la forme de conférences, d'ateliers et puis de webinaires comme celui-là. Là, l'idée étant d'ouvrir l'esprit d'un collectif, étant de mettre des mots sur ce qu'on vit aujourd'hui, de faire passer l'idée que même si l'environnement est différent et incertain, etc., il y a quand même des solutions et qui sont vraiment pleinement opérationnelles, et pas seulement pleinement opérationnelles, mais aussi qui permettent de bien vivre ces temps-là et ces moments-là. Donc ça, c'est une forme d'intervention. Si vous voulez vraiment passer à l'action, je vais organiser bientôt, je n'ai pas la date encore, mais je vous la ferai suivre, un webinaire dans lequel je présente plus en détail la gouvernance cellulaire et puis comment ça marche, et avec les différents éléments. Et puis, il peut y avoir après des ateliers pour vraiment comprendre, pas seulement comprendre comment ça marche, mais
mais s'approprier et s'entraîner à utiliser ou à mener, par exemple, une réunion opérationnelle. Et puis, il peut y avoir aussi de la facilitation à distance dans votre entreprise. Ça peut être aussi une façon de découvrir comment ça fonctionne avec, enfin, voilà, avec les personnes concernées ou des accompagnements aux transformations. Mon email est ici. Donc, si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre de ces éléments pour aller plus loin, envoyez-moi un email. Puis même si vous avez des... Là, on va répondre aux questions. Oui, et aussi, on peut retrouver tous ces produits sur notre site Entreprise Consciente. Oui, tu vois, donc, ouais. Voilà, si vous voulez découvrir et avoir plus d'informations. Donc voilà, il y aura les liens là. Et moi, je suis très, très disponible, même si c'est juste pour discuter voilà, ou répondre à vos questions. Juste une dernière chose, je vous ai mis également derrière eti.studio.com et vip.studio.com de courtes vidéos dans lesquelles je détaille, quand je dis le modèle d'entreprise avec les 5 pavés, hein, la raison d'être, l'agilité, etc. J'ai tourné des vidéos qui font 2 minutes ou 3 minutes sur chacun des sujets qui permettent de partager ma vision et de, comment dire, si vous voulez mobiliser des collaborateurs, ça peut être une façon aussi d'ouvrir une discussion en posant le sujet d'une façon qui fasse un peu rêver et qui dépayse un peu. Voilà, tenez pas compte de cette information. Ça, c'est un petit bug, elle n'est plus à jour. Voilà ce que je voulais vous dire. S'il y a des questions, des remarques, des commentaires ou des insultes, c'est maintenant. Donc, on a une question de Monsieur Triveau. Comment lancer cette initiative de réunion courte lorsque nous ne sommes pas managers? C'est épineux comme question. Moi, ce que j'en comprends, c'est comment je fais faire quand même des choses à une hiérarchie ou à un manager qui lui-même n'est pas enclin à le faire. Peut-être c'est déjà l'occasion de proposer un événement où la personne va pouvoir écouter et entendre. Oui, alors, effectivement, une façon de faire, moi, c'est assez drôle, assez souvent, on me fait intervenir à la fois pour parler aux collaborateurs, mais aussi parce que du coup, à l'occasion de cet événement, le grand patron sera là, il entendra ce que je vais dire, et ça va permettre de rebondir, et puis aussi, parfois, on me charge de faire passer quelques messages. Donc ça, c'est une façon de faire. Il y a aussi la possibilité de mettre en place ça, on va dire, par vous-même. Lorsque vous-même vous êtes en interrelation avec d'autres, mettons dans le cadre d'un projet, que vous avez une réunion, c'est possible d'utiliser ces techniques-là. Et il n'y a pas besoin de demander l'autorisation au manager si vous organisez la réunion. Voilà, vous le faites. Et comme l'efficacité est au rendez-vous, ça finit par se savoir et ça peut aider à faire évoluer le regard. C'est aussi possible simplement de proposer, de faire goûter, de faire tester. Voilà, quand je parlais de facilitation de réunion, peut-être que le manager n'est pas très ouvert, mais peut-être que l'expérience de tester pendant 1 heure, c'est quelque chose qui n'est pas inabordable. Voilà, spontanément, les réponses qui viennent à l'esprit. Merci. Mettez dans le chat si ça répond à votre question. Comme on n'est pas, comme on est en petit comité, je pense qu'on pourrait débloquer les micros et poser les questions en direct. Qu'en penses-tu, David? C'est bon, c'est fait. Ok. Voilà. Du coup, ça sera plus fluide que de passer par le chat. S'il y a des questions, je lis le chat avec David, mais on a les oreilles toutes ouvertes sur vos questions en direct. Tester le faire pour pouvoir être. Je note ça me convient. Merci, d'accord, très bien. Ok, Thomas qui a dû nous quitter, qui dit que le webinaire était très intéressant. Bonne soirée. Ok. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup, Olivier.
de cette présentation. C'est un plaisir. Et du coup, où est-ce qu'on retrouve merci Fanny pour les applaudissements, merci. Ça va droit au cœur. Où est-ce qu'on retrouve les éléments que tu citais tout à l'heure, David? Alors, sur le site donc, de Entreprise Consciente, vous allez retrouver toutes ces informations, mais dans les prochains jours, vous allez recevoir déjà demain le replay de ce webinaire pour pouvoir le revoir si nécessaire. Et puis, vous aurez les liens de toutes les formations et tout ce qui a été mis en place et nos coordonnées. Ok, super. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt, j'espère. Un immense merci. Bonne soirée à tous. Au revoir.